Un événement exceptionnel pourrait anéantir toute trace de vie sur Terre. Tuer chaque être vivant jusqu'au dernier. Et transformer la planète en un gigantesque désert. Cet événement s'est déjà produit il y a 250 millions d'années. La Terre a connu alors l'une des plus violentes éruptions volcaniques de son histoire. Notre planète, seul bastion de vie au cœur d'un univers froid et sombre, a bien failli s'éteindre à jamais. C'est l'une des pires catastrophes que le monde ait jamais connues. Un désastre sans précédent qui a engendré une extinction massive des espèces. La nature malade se déchaîne souvent en d'étranges éruptions. William Shakespeare, 1598. Il y a 250 millions d'années, à la fin du Permien, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas. Ni même le monde des dinosaures. Cette histoire se passe plusieurs millions d'années avant leur apparition. La Terre ne forme alors qu'un immense supercontinent appelé Pangée. Berceau de vie depuis plus de 150 millions d'années, le monde est sur le point de succomber. Il faut bien comprendre qu'à la fin du Permien, la Terre a plus que jamais failli devenir une planète sans vie. Il aurait suffi de peu de choses pour qu'on ne soit pas là aujourd'hui. Pour l'heure, la Pangée est un paradis tropical tapissé de forêts de conifères luxuriantes, de sources fraîches et de créatures étranges, semblant sorties tout droit de la science-fiction. Leur aspect est aussi énigmatique que leur nom. Lystrozoaures, Gorgonopsiens, Trinaxodons et Dictodons. Ce sont des reptiles mammaliens. Les reptiles mammaliens sont un groupe de vertébrés perdus. Perdus car ils n'ont jamais connu l'aurore de gloire. Ce n'étaient pas des mammifères car leur structure osseuse était différente. On n'en est pas sûr, mais on pense qu'ils avaient le sang chaud. Et on pense aussi qu'ils étaient vivipares. Ils constituent une dynastie singulière et méconnue, presque totalement disparue du règne animal aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans les grandes plaines africaines du Kenya et que vous apercevez d'énormes troupeaux d'animaux. De loin, ils ressemblent à des mammifères, à des gnous. Mais à mesure que vous vous approchez, vous constatez que ce ne sont pas du tout des mammifères mais des reptiles. À la fin du Permien, ce monde oublié est en pleine effervescence. La Terre est paisible et prospère. Un jardin d'Éden reptilien. Le monde était beaucoup plus simple car les animaux n'étaient pas différents en fonction des continents. Au Permien, tout le monde vivait partout. On rencontrait les mêmes créatures du nord au sud. L'océan chaud et peu profond qui recouvre le reste de la planète est tout aussi grouillant de vie. Pourtant, ce paradis animalier deviendra bientôt si hostile que 70 à 90% des animaux terrestres et aquatiques disparaîtront à jamais. À une centaine de kilomètres sous la croûte terrestre, une attaque se prépare.
du magma bouillant, accumulé depuis des milliers d'années, est sur le point de surgir à l'air libre. Les habitants de la Pangée ne sont pas préparés au cauchemar qui les attend. Dans les plaines de l'actuelle Amérique du Nord, des troupeaux de lystrosaures broutent paisiblement. Cette créature de la taille d'un cochon possède un bec corné et une paire de crocs aiguisés pour élaguer les végétaux. Ses longues griffes lui permettent de déterrer les racines et les tubercules. Inconscient de l'apocalypse qui le menace, le lystrosaure se concentre sur des dangers plus immédiats. Son plus grand prédateur est le gorgonopsien, le roi de la jungle permienne. Si on ramenait le gorgonopsien à la vie, on devrait l'enfermer dans une cage. Mais il faudrait autre chose qu'une cage à requins, car c'était un animal énorme et puissant. Ils étaient sûrement les plus grands prédateurs de leur écosystème. J'ai vu des crânes qui mesuraient 80 cm, 2 fois plus qu'un crâne de lion actuel. Prédateur solitaire, le gorgonopsien pèse le poids d'un grizzly. Il possède une paire de canines d'une douzaine de centimètres de long, les premières dents de sabre de l'histoire. Les nombreux lystrosaures constituent la base de son régime alimentaire, comme le gnou pour le lion d'Afrique. Le gorgonopsien est un chasseur redoutable, mais un boucher médiocre. Le gorgonopsien avait des crocs énormes et tranchants, mais la musculature de ses mâchoires était très réduite. Le lion, le loup et les mammifères en général ont des mâchoires très musclées et flexibles, qu'ils peuvent bouger d'avant en arrière et latéralement. Mais le gorgonopsien avait tout du reptile. Il pouvait seulement ouvrir et fermer les mâchoires. Tel un alligator, le gorgonopsien ne peut arracher qu'un morceau de chair à la fois. Tant qu'il trouve de la nourriture en abondance, cela n'a rien d'un handicap. Une nouvelle proie croisera bientôt son chemin. Une fois le gorgonopsien parti, un trynaxodon affamé prend sa place. Ce carnivore de la taille d'un chat se tapit dans l'ombre et se nourrit de charognes et d'insectes. Sa survie sera cruciale pour notre avenir. Le trynaxodon semble avoir donné naissance à toutes les espèces importantes dont descendent les mammifères actuels. S'il n'avait pas survécu à cette extinction massive, nous ne serions pas là. Il y aurait peut-être autre chose, mais pas nous. Qui résistera à l'apocalypse qui se prépare? Dans seulement 5 heures, l'épreuve de survie commencera. En Sibérie actuelle, la pression volcanique est à son comble. Elle ne cesse de grandir sous une forêt verdoyante et grouillante de vie. Aujourd'hui, la quête de nourriture a conduit le lystrosaure et son proche cousin le diictodon à une découverte de mauvais augure. Un gaz sulfureux et nauséabond s'échappe du sol, mélange d'éléments chimiques que ces créatures n'ont jamais sentis auparavant. Ignorant le danger, ils s'aventurent sur le terrain noir et dur. C'est très difficile d'imaginer à quoi ont ressemblé les derniers jours du Permien. Si on s'était trouvé près des trappes de Sibérie, on aurait certainement senti que quelque chose se tramait. Soudain, des secousses violentes ébranlent la forêt.
l'un des pires épisodes de l'histoire du monde vient de commencer. De la roche basaltique en fusion, enfouie à une centaine de kilomètres de profondeur, jaillit du centre de la Terre. Le sol se fissure sur une trentaine de kilomètres. La Terre est en train de s'ouvrir en deux. Les premiers animaux sont incinérés en un éclair, telle une feuille de papier. Ils meurent, consumés par un raz-de-marée de feu liquide. La coulée de lave se répand si vite qu'elle recouvrirait 1/5 du territoire français en seulement 48 heures. Et la source ne tarit pas. Ce n'est que le début d'un long cauchemar. Partout retentissent les cris de milliers d'animaux apeurés. Toutes les créatures du monde se joindront bientôt à leurs plaintes. La mort fait que nous habitons une ville sans rempart. Épicure, vers 310 avant Jésus-Christ. Le torrent de feu se propage inexorablement. De nombreux animaux ont déjà péri en Sibérie, mais la catastrophe n'a pas encore pris toute son ampleur. Un an après la première éruption, la Terre continue de cracher sa colère. Les scientifiques ont surnommé cet épisode l'éruption des trappes de Sibérie. La plupart des volcans explosent puis s'arrêtent, entre de longues périodes d'inactivité. Mais les épanchements basaltiques de Sibérie ne répondaient à aucune règle. Ils ne tarissaient pas. Cela pouvait durer 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Une éruption volcanique est d'ordinaire provoquée par une unique poche de magma. Mais celle des trappes de Sibérie est constamment alimentée par un océan de roches liquides. Personne n'a jamais assisté à un véritable épanchement basaltique. On ne peut qu'imaginer à quoi peut ressembler cette lave qui, accumulée depuis des milliers d'années, jaillit soudain du sol. Aujourd'hui, grâce à la séparation des continents, ce type d'éruption ne produirait certainement qu'une catastrophe localisée. Mais au Permien, la Terre est constituée d'un continent unique. La réaction en chaîne est incontrôlable. Les survivants blessés, affamés et sans repère se ruent hors de Sibérie. Face à tous ces animaux vulnérables, les gorgonopsiens sont les maîtres du monde. Pour l'instant. À mesure que les mois se changent en années, il devient évident qu'aucun être vivant ne pourra échapper à son destin. La colère du volcan gagne lentement la planète, créant un dangereux déséquilibre naturel. Les années passent.
des gaz volcaniques s'accumulent dans l'atmosphère et provoquent un nouveau cataclysme, des bouleversements climatiques mortels. Plusieurs gigatonnes de dioxyde de carbone et de soufre s'échappent des fissures de la croûte terrestre. Le dioxyde de soufre obstrue la lumière du soleil, tandis que le dioxyde de carbone emprisonne la chaleur. L'augmentation de ces deux gaz donne lieu à des décennies d'épisodes climatiques violents et instables. Le climat a été chamboulé par l'éruption volcanique initiale, qui s'est soldée par un refroidissement climatique global causé par le dioxyde de soufre. Une phase de réchauffement a probablement suivi avec l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Il y avait donc une association de facteurs et le climat faisait le yo-yo. Cela rendait la vie des animaux très difficile. Même ici, en Afrique du Sud, à 24 000 km des trappes de Sibérie, le danger est palpable. Le brusque changement de climat engendre une nouvelle difficulté pour les survivants. Respirer. La planète entière a dû se réchauffer car le dioxyde de carbone ne se concentre jamais en un seul endroit. Le CO2 qui émanait de Sibérie a envahi l'atmosphère et s'est rapidement répandu partout. Donc, à mesure que le pourcentage de CO2 augmentait en Sibérie, il augmentait dans le monde entier. Non seulement les températures globales montent de quelques degrés critiques, mais le niveau d'oxygène commence à chuter. Le lystrosaure et le gorgonopsien peinent soudain à respirer. Leur système respiratoire primitif n'est pas conçu pour supporter le manque d'oxygène. Le prédateur et sa proie partagent désormais le même combat. Le petit Trinaxodon, quant à lui, persévère. Celui que l'on donnait perdant semble favorisé par l'évolution. Grâce à sa stature petite et mince, il résiste mieux à la chaleur. Et la plaque osseuse qui sépare son museau de sa gueule, caractéristique purement mammalienne, lui permet de respirer et de mastiquer en même temps. Face à la pollution de l'air, c'est une qualité d'adaptation fondamentale qui fait défaut aux reptiles mammaliens plus grands et plus forts. L'autre avantage de cette petite espèce est sa structure sociale. Comme beaucoup de ses descendants actuels, le Trinaxodon vit en communauté, avec sa famille et ses voisins. Cet animal vivait dans une tanière où il cachait probablement ses petits. Il vivait peut-être même en groupe, un peu comme les mangoustes, selon le principe d'une communauté solidaire. C'est un comportement représentatif et spécifique des mammifères. Pendant les périodes difficiles, vivre en communauté allège les fardeaux quotidiens, comme se nourrir et se défendre contre les prédateurs. Mais le Trinaxodon n'est pas la seule créature à faire preuve d'une exceptionnelle résistance. Un nouveau prédateur s'épanouit dans cet environnement en plein réchauffement. Le Proterosuchus. À la fin du Permien et au début du Trias, les créatures les plus féroces étaient les archosaures. Et parmi eux, le prédateur de la pire espèce était le Proterosuchus. Le Proterosuchus n'est pas un dinosaure, mais son espèce finira par leur donner naissance. Il ressemblait beaucoup à un crocodile, sauf que ses pattes n'étaient pas sur le côté, mais portaient son corps. Il avait un long cou et un crâne qu'on peut qualifier de crocodilien, mais en un peu plus compressé.
C'était un prédateur, probablement aquatique. Il devait vivre dans l'eau. Il attrapait des poissons et des petits animaux sur les berges des rivières. Il était très opportuniste. Son organisme à sang froid lui permet d'exploiter l'énergie solaire afin de réguler la température de son corps. Plus il fait chaud, plus le Proterosuchus se sent bien. On aimerait se dire qu'avoir le sang chaud est un avantage. L'homme a le sang chaud, mais pas le crocodile. Quand la planète était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, mieux valait être un animal à sang froid. Un crocodile, par exemple, mange 10 fois moins que nous. Avoir le sang chaud nous coûte beaucoup. C'est pourquoi le Proterosuchus et les autres archosaures avaient un formidable atout. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de nourriture. « 25 ans après l'éruption dans les trappes de Sibérie. La roche basaltique continue de jaillir. Au contact de l'air, elle se transforme en montagne d'un noir profond, où rien ne pousse. Les animaux qui vivaient dans ces régions ont été expulsés. Comme un troupeau de buffles égarés, les Dictodons errent sans but, toujours en quête d'une terre d'asile. La moitié des gorgonopsiens d'Asie du Nord a été décimée par la faim et la maladie. Les nouvelles générations ignorent tout de la gloire de leurs aïeux et ne connaissent que cette existence de disette et de désespoir. La planète n'a pas un instant de répit. Un nouveau cataclysme se prépare dans l'atmosphère. En se mêlant à la vapeur d'eau, le dioxyde de soufre volcanique crée de l'acide sulfurique. Des pluies acides s'abattent à présent sur la planète. C'était comme habiter à côté de la pire centrale à charbon du monde. Ça devait être un enfer de vivre dans un endroit pareil. Des forêts entières ont été ravagées par des pluies acides. Les arbres sont devenus noirs et ont perdu leurs feuilles. Lorsqu'un tel phénomène perdure, comme ça a dû être le cas en Sibérie, il extermine toute trace de végétation. Jour après jour, le liquide caustique pleut sur les 4 coins du globe et ronge la végétation dans son entier. Pour ceux qui n'ont nulle part où se cacher, le quotidien se transforme en cauchemar. Seul notre ancêtre, le Trynaxodon, est suffisamment petit pour se mettre à l'abri. Sera-t-il le seul survivant ? Et par là-bas, loin devant nous, s'étalent de vastes déserts d'éternité. Andrew Marvell, 1652. L'extinction du Permien semble interminable. « 50 ans après le cataclysme, les éruptions volcaniques se poursuivent en Sibérie. Mais la lave fait remonter une nouvelle menace à la surface. Par un malheureux coup du sort, les trappes de Sibérie sont situées sur l'une des plus vastes réserves de charbon de l'époque. Une substance nocive et volatile y est enfermée, le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone. Libéré dans une atmosphère déjà très polluée, il accélère le réchauffement climatique de façon exponentielle.
La proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est d'ordinaire régulée par la végétation. Cette fois, le niveau de méthane et de CO2 grimpe trop vite. C'est un schéma classique de gaz à effet de serre. Lorsque l'atmosphère se réchauffe de façon permanente et répétée, la chaleur empêche les plantes d'absorber l'excès de dioxyde de carbone et de réguler l'atmosphère. Dans l'actuel désert de l'Arizona aux États-Unis, cette zone tropicale inondable est prise au piège de conditions climatiques oppressantes. Les majestueux conifères, ancêtres des persistants d'aujourd'hui, s'éteignent par millions. La flore se fane sous la chaleur accablante. La base de la chaîne alimentaire ainsi menacée, la famine s'installe. Les plus durement touchés sont les grands herbivores, comme le Diictodon. Son abdomen protubérant cache un système digestif complexe adapté aux fibres dont il se nourrit. Les herbivores mangeaient beaucoup, mais surtout des plantes à faible pouvoir nutritif. Donc ils broutaient probablement toute la journée. L'alimentation du Diictodon s'amenuise de jour en jour. Les nouvelles générations ne s'adaptent pas assez vite pour résister à la famine. L'espèce se réduit, et avec elle, ceux qui s'en nourrissent. C'est le principe de la chaîne alimentaire. L'extinction des plantes a été dramatique pour tous les animaux, herbivores ou non. Car si les plantes meurent, la majeure partie des herbivores s'éteignent. Et avec eux, la majeure partie des carnivores, qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Les gorgonopsiens voient leur première source de nourriture fondre sous leurs yeux. Là où ils trouvaient à manger en quantité, ils se battent désormais pour une proie minuscule. Il faut beaucoup d'herbivores sur un vaste territoire pour satisfaire l'appétit d'un carnivore. Si on réduit l'alimentation des herbivores, ils sont de moins en moins nombreux et nourrissent de moins en moins de gorgonopsiens. Leur mâchoire reptilienne primitive ne leur posait aucun problème tant que la nourriture était abondante. Mais aujourd'hui, leur incapacité à déchiqueter une carcasse leur coûte très cher. Les gorgonopsiens sont en train de mourir de faim. 200 ans après le début de l'extinction. La Terre flirte dangereusement avec le néant. La catastrophe est sans précédent. Et les ravages inégalés. Cependant, le Proterosuchus parvient à tirer profit de cet univers hostile. La chaleur est une bénédiction pour cet animal à sang-froid. L'histoire a démontré qu'il valait parfois mieux être un animal à sang froid qu'à sang chaud. Un monde où il fait chaud le jour et jamais froid la nuit est le paradis des animaux à sang froid. Ils ont ainsi besoin de moins d'énergie. Notre lointain ancêtre, le Trinaxodon, est lui aussi destiné à survivre. Ce petit charognard se nourrit des restes dont aucun autre animal ne veut. Il trouvait des insectes à profusion, des carcasses, des petits reptiles, des amphibiens, toutes sortes de nourriture. Ce n'était pas du tout le cas des gros carnivores. Le Trinaxodon ne ressemble en rien à un mammifère d'aujourd'hui. Pourtant, les scientifiques pensent que ce petit animal est l'ancêtre direct de tous les mammifères, donc des hommes.
Comment peuvent-ils en être certains? La preuve de ces caractéristiques mammaliennes uniques se trouve dans les fossiles. Sa colonne vertébrale indique qu'il possédait un diaphragme. Et de minuscules orifices sur son museau nous renseignent sur la présence de moustaches. S'il avait des moustaches, c'était un animal à fourrure. Il devait donc avoir le sang chaud. Il possédait toute une série de caractéristiques mammaliennes qui laissent penser que c'était l'un des premiers mammifères. Il ressemblait beaucoup aux premiers mammifères connus. De nouvelles recherches permettront de faire la lumière sur notre lointain ancêtre et son évolution. Le Trinaxodon est d'une exemplaire ténacité. Là où d'autres créatures auraient baissé les bras, cet animal se bat au quotidien pour nourrir et défendre sa progéniture, poussé par son instinct. L'avenir de tous les mammifères, y compris les hommes, dépend de sa détermination à rester en vie. Mais les épreuves sont loin d'être terminées. Car l'extinction massive des espèces menace désormais l'océan Permien. La destruction de ce gigantesque royaume sous-marin qui abrite 70% de la vie sur Terre conduira la planète au bord du précipice. « 10 000 ans se sont écoulés depuis l'éruption des trappes de Sibérie. Cet événement, qui a débuté dans une région isolée d'Asie du Nord, a désormais gagné toute la planète. La vie sur Terre est au bord de l'extinction totale et définitive. Dans toute la Pangée, la végétation a pratiquement disparu. Avec la mousson de printemps, des inondations éclairs entraînent les plantes mortes vers la mer. Et avec elles, des millions de tonnes de couches arables. L'afflux de déchets transforme l'océan en une gigantesque décharge qui pourrit sous l'effet du réchauffement climatique. S'il fait chaud partout sur la planète, rien ne fait circuler l'air et l'océan. À la fin du Permien, la planète était si chaude que les courants marins se sont stoppés net. L'oxygène a commencé à se faire rare, car l'eau chaude retient moins l'oxygène que l'eau froide. Et une fois l'océan vidé de son oxygène, ses habitants meurent. La vie aquatique est peu à peu asphyxiée. Une excellente preuve de la stagnation des océans se trouve dans la roche. Avant la catastrophe, on distingue de très nombreux récifs grouillant de vie, des animaux qui creusent dans le sable. Après la catastrophe, la roche devient noire. C'est la preuve que l'oxygène dans l'océan s'est raréfié et que la vie a stagné. Pas un groupe d'animaux ou de plantes n'a été épargné. La majorité des espèces qui dominaient les écosystèmes marins depuis des centaines de millions d'années a disparu. Le fond océanique est jonché de cadavres. Seules les bactéries subsistent. En se vidant de son oxygène, l'océan n'était plus le refuge de microbes inoffensifs et neutres, mais il accueillait un tout autre genre de microbes. Cela produisait du sulfure d'hydrogène, un gaz extrêmement toxique. Si son pourcentage augmente dans l'atmosphère, il anéantit toute forme de vie. Et c'est très probablement ce qui s'est passé.
Le sulfure d'hydrogène agit tel une arme chimique. Les vents diffusent le gaz empoisonné tout autour du globe et les animaux meurent par troupeaux entiers. Tous sauf un, car une créature résiste à ces nuages toxiques. Le Proterosuchus semble immunisé contre les effets du gaz. De nouvelles expériences conduites par Mark Roth à l'Institut de recherche contre le cancer de Seattle ont démontré qu'un reptile peut supporter un taux de sulfure d'hydrogène bien plus élevé qu'un mammifère. Le fait d'avoir le sang froid protège des effets nocifs de ce gaz. L'heure est venue de détrôner le roi de la jungle permienne. Un gorgonopsien épuisé s'approche de l'étang. Il y a seulement quelques générations, il aurait eu un avantage de taille et de poids. Plus maintenant. L'environnement nocif l'a rendu vulnérable et son espèce décline à vue d'œil. La chance est désormais du côté de l'ambitieux Proterosuchus. Il flaire la victoire et son repas tout proche. Le Proterosuchus est en train de devenir un grand carnivore. 20 000 ans après l'éruption volcanique. La mort des terres entraîne la mort de l'océan. Et la mort de l'océan entraîne la mort des terres. Un cercle vicieux est en marche et la planète sombre peu à peu dans le néant. Y a-t-il un avenir pour les survivants tels que le Proterosuchus ? La vallée était remplie d'ossements et ils étaient complètement secs. Ézéchiel, 6e siècle avant Jésus-Christ. « 150 000 ans après le début de l'extinction, la coulée de lave sibérienne atteint désormais 1600 mètres de profondeur, de quoi engloutir 5 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. À perte de vue, il ne règne qu'un silence de mort. Les forêts luxuriantes ont disparu. Les sources fraîches ont disparu. Les troupeaux qui peuplaient jadis ce paysage fertile ont disparu. Depuis l'espace, on n'aurait pas vu une trace de végétation. Ce n'était plus qu'un gigantesque désert de rochers. La mort a envahi la planète. Autrefois, le lystrosaure proliférait. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de chanceux, toujours en mouvement, dans une migration infinie qui constitue leur unique issue. Le lystrosaure s'est adapté au fil des épreuves. Seules les espèces les plus solides résistent. Il est désormais plus petit que ses ancêtres et peut survivre plus longtemps sans eau ni nourriture. Ses instincts de survie sont surdéveloppés. Sur les terres de l'actuelle Égypte, un troupeau de lystrosaures découvre un trésor caché. Dans ce désert aride, une oasis d'eau fraîche est un joyau inestimable.
Ce cours d'eau ne leur sert pas qu'à épancher leur soif. Il s'apprête à changer le destin de l'espèce et l'histoire de la vie sur Terre. Un autre troupeau est attiré par la source, des lystrosaures d'Afrique du Sud. Les deux groupes ont emprunté des chemins parallèles, s'adaptant aux conditions désertiques, au manque d'oxygène, à l'air pollué et à l'absence de nourriture. Leur croisement donnera naissance à une espèce d'autant plus forte. Une nouvelle génération, issue du meilleur des deux familles, survivra à la grande extinction. L'avenir de l'espèce repose sur leur capacité d'adaptation, mais c'est aussi le fruit du hasard. Le facteur chance joue un rôle important à deux niveaux. Ces animaux ont eu de la chance de survivre, et ceux qui ont reconstruit un écosystème se sont adaptés facilement aux nouvelles conditions de vie. Il faut bien distinguer ces deux aspects. Comment se sortir de la crise et que faire ensuite? Leurs cousins, les dictodons, n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas résisté à la métamorphose de leur univers. Il ne reste d'eux que leurs cadavres. L'ancien seigneur de ces terres connaît lui aussi une sombre agonie. Le dernier gorgonopsien meurt seul, malade et affamé. Cette lignée fière et redoutable est désormais éteinte pour toujours. « 500 000 ans après l'éruption, l'extinction touche à sa fin. Les trappes de Sibérie ont déversé plus de 6 millions de kilomètres carrés de lave sur la surface du globe. Soit suffisamment de basalte pour recouvrir les 3/4 des États-Unis sous plusieurs kilomètres de roches noires. On estime que 70 à 90% des espèces terrestres ont péri. C'est l'une des pires extinctions massives de l'histoire de la planète. Aucun écosystème n'est épargné. Tous les groupes d'animaux et de plantes sont touchés. L'extinction du Permien a été 2 fois plus dramatique que n'importe quelle autre extinction survenue depuis 600 millions d'années. Mais la vie réserve parfois des surprises. Malgré son ampleur, la catastrophe n'a pas suffi à éradiquer la totalité des espèces. Les quelques rescapés doivent maintenant reconstruire ce paradis perdu. Ce n'était pas la mort, car je me tenais debout et tous les morts sont allongés. Emily Dickinson, 1862. « 1 200 000 ans après l'éruption, il ne reste qu'une faible étincelle de vie sur Terre. Les rares espèces qui ont survécu ont probablement été réduites à une minuscule proportion d'individus. Les quelques survivants ont eu de la chance, c'est vrai, mais les années qui ont suivi ont été très difficiles pour eux. Grâce à une poignée de rescapés, l'évolution peut repartir de zéro. Mais la route sera longue et semée d'embûches. Le monde dont ils ont hérité est hostile comparé au paradis tropical du Permien.
En étudiant les 5 millions d'années du début du Trias, on a constaté qu'il avait fallu très longtemps pour que la Terre se remette. Pendant une très longue période, la majorité des animaux n'a fait que vivoter. Le lystrosaure a survécu à l'apocalypse, mais l'espèce connaît une transformation radicale. Il y a une grande différence de mensuration entre le lystrosaure du Permien et celui du Trias. Au Permien, les animaux étaient bien nourris et de grande taille. Mais l'extinction a éliminé les plus gros spécimens. Ceux qui ont survécu étaient en moyenne plus petits. Parmi les survivants, le Proterosuchus. Celui qui ne représentait que 2 ou 3% de la population animale avant l'extinction a pris aujourd'hui dans la chaîne alimentaire la place de prédateurs à sang chaud comme le gorgonopsien. Le Proterosuchus a conduit à toute une variété d'archosaures, qui ont eux-mêmes donné naissance aux crocodiles d'un côté et aux oiseaux de l'autre. Et entre les deux, bien sûr, il y a eu les dinosaures. Heureusement pour nous, notre ancêtre, le petit Trinaxodon, a lui aussi survécu à l'extinction. Le Trinaxodon est un animal clé, car de tous les survivants des grandes extinctions, c'est l'ancêtre qui nous ressemble le plus. Le Trinaxodon possédait les caractéristiques nécessaires à sa propre survie, mais aussi à l'avenir de tous les mammifères, y compris l'homme. Pour l'humanité, l'extinction du Permien connaît une fin heureuse. Mais c'est aussi une leçon d'humilité. Car la planète pourrait gronder à nouveau et nous entraîner dans une spirale infernale. L'homme, qui domine aujourd'hui le monde, comme jadis le gorgonopsien, ne sortirait pas indemne d'une telle catastrophe volcanique. Les reptiles mammaliens sont un groupe de vertébrés perdus. Perdus car ils n'ont jamais connu l'aurore de gloire. Ce n'étaient pas des mammifères car leur structure osseuse était différente. On n'en est pas sûr, mais on pense qu'ils avaient le sang chaud. Et on pense aussi qu'ils étaient vivipares. Ils constituent une dynastie singulière et méconnue, presque totalement disparue du règne animal aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans les grandes plaines africaines du Kenya et que vous apercevez d'énormes troupeaux d'animaux. De loin, ils ressemblent à des mammifères, à des gnous. Mais à mesure que vous vous approchez, vous constatez que ce ne sont pas du tout des mammifères mais des reptiles. À la fin du Permien, ce monde oublié est en pleine effervescence. La Terre est paisible et prospère. Un jardin d'Éden reptilien. Le monde était beaucoup plus simple car les animaux n'étaient pas différents en fonction des continents. Au Permien, tout le monde vivait partout. On rencontrait les mêmes créatures du nord au sud. L'océan chaud et peu profond qui recouvre le reste de la planète est tout aussi grouillant de vie. Pourtant, ce paradis animalier deviendra bientôt si hostile que 70 à 90% des animaux terrestres et aquatiques disparaîtront à jamais. À une centaine de kilomètres sous la croûte terrestre, une attaque se prépare. Du magma bouillant, accumulé depuis des milliers d'années, est sur le point de surgir à l'air libre.
Les habitants de la Pangée ne sont pas préparés au cauchemar qui les attend. Dans les plaines de l'actuelle Amérique du Nord, des troupeaux de lystrosaures broutent paisiblement. Cette créature de la taille d'un cochon possède un bec corné et une paire de crocs aiguisés pour élaguer les végétaux. Ses longues griffes lui permettent de déterrer les racines et les tubercules. Inconscient de l'apocalypse qui le menace, le lystrosaure se concentre sur des dangers plus immédiats. Son plus grand prédateur est le gorgonopsien, le roi de la jungle permienne. Le fond océanique est jonché de cadavres. Seules les bactéries subsistent. En se vidant de son oxygène, l'océan n'était plus le refuge de microbes inoffensifs et neutres, mais il accueillait un tout autre genre de microbes. Cela produisait du sulfure d'hydrogène, un gaz extrêmement toxique. Si son pourcentage augmente dans l'atmosphère, il anéantit toute forme de vie. Et c'est très probablement ce qui s'est passé. Le sulfure d'hydrogène agit telle une arme chimique. Les vents diffusent le gaz empoisonné tout autour du globe et les animaux meurent par troupeaux entiers. Tous sauf un, car une créature résiste à ces nuages toxiques. Le Proterosuchus semble immunisé contre les effets du gaz. De nouvelles expériences conduites par Mark Roth à l'Institut de recherche contre le cancer de Seattle ont démontré qu'un reptile peut supporter un taux de sulfure d'hydrogène bien plus élevé qu'un mammifère. Le fait d'avoir le sang-froid protège des effets nocifs de ce gaz. L'heure est venue de détrôner le roi de la jungle permienne. Un gorgonopsien épuisé s'approche de l'étang. Il y a seulement quelques générations, il aurait eu un avantage de taille et de poids. Plus maintenant. L'environnement nocif l'a rendu vulnérable et son espèce décline à vue d'œil. La chance est désormais du côté de l'ambitieux Proterosuchus. Il flaire la victoire et son repas tout proche. Le Proterosuchus est en train de devenir un grand carnivore. 20 000 ans après l'éruption volcanique. La mort des terres entraîne la mort de l'océan. Et la mort de l'océan entraîne la mort des terres. Un cercle vicieux est en marche et la planète sombre peu à peu dans le néant. Y a-t-il un avenir pour les survivants tels que le Proterosuchus ? La vallée était remplie d'ossements et ils étaient complètement secs. Ézéchiel, 6e siècle avant Jésus. Et avec elle, des millions de tonnes de couches arables. L'afflux de déchets transforme l'océan en une gigantesque décharge qui pourrit sous l'effet du réchauffement climatique. S'il fait chaud partout sur la planète, rien ne fait circuler l'air et l'océan. À la fin du Permien, la planète était si chaude que les courants marins se sont stoppés net. L'oxygène a commencé à se faire rare, car l'eau chaude retient moins l'oxygène que l'eau froide. Et une fois l'océan vidé de son oxygène, ses habitants meurent. La vie aquatique est peu à peu asphyxiée. Une excellente preuve de la stagnation des océans se trouve dans la roche. Avant la catastrophe, on distingue de très nombreux récifs grouillant de vie, des animaux qui creusent dans le sable. Après la catastrophe, la roche devient noire. C'est la preuve que l'oxygène dans l'océan s'est raréfié et que la vie a stagné.
Pas un groupe d'animaux ou de plantes n'a été épargné. La majorité des espèces qui dominaient les écosystèmes marins depuis des centaines de millions d'années a disparu. Le fond océanique est jonché de cadavres. Seules les bactéries subsistent. En se vidant de son oxygène, l'océan n'était plus le refuge de microbes inoffensifs et neutres, mais il accueillait un tout autre genre de microbes. Cela produisait du sulfure d'hydrogène, un gaz extrêmement toxique. Si son pourcentage augmente dans l'atmosphère, il anéantit toute forme de vie. Et c'est très probablement ce qui s'est passé. Le sulfure d'hydrogène agit telle une arme chimique. Les vents diffusent le gaz empoisonné tout autour du globe et les animaux meurent par troupeaux entiers. Tous sauf un, car une créature résiste à ces nuages toxiques. Le Proterosuchus semble immunisé contre les effets du gaz. De nouvelles expériences conduites par Mark Roth à l'Institut de recherche contre le cancer de Seattle ont démontré qu'un reptile peut supporter un taux de sulfure d'hydrogène bien plus élevé qu'un mammifère. Le fait d'avoir le sang-froid protège des effets nocifs de ce gaz. L'heure est venue de détrôner le roi de la jungle permienne. Un gorgonopsien épuisé s'approche de l'étang. Il y a seulement quelques générations, il aurait eu un avantage. La colère du volcan gagne lentement la planète, créant un dangereux déséquilibre naturel. Les années passent. Des gaz volcaniques s'accumulent dans l'atmosphère et provoquent un nouveau cataclysme, des bouleversements climatiques mortels. Plusieurs gigatonnes de dioxyde de carbone et de soufre s'échappent des fissures de la croûte terrestre. Le dioxyde de soufre obstrue la lumière du soleil, tandis que le dioxyde de carbone emprisonne la chaleur. L'augmentation de ces deux gaz donne lieu à des décennies d'épisodes climatiques violents et instables. Le climat a été chamboulé par l'éruption volcanique initiale, qui s'est soldée par un refroidissement climatique global causé par le dioxyde de soufre. Une phase de réchauffement a probablement suivi avec l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Il y avait donc une association de facteurs et le climat faisait le yo-yo. Cela rendait la vie des animaux très difficile. Même ici, en Afrique du Sud, à 24 000 km des trappes de Sibérie, le danger est palpable. Le brusque changement de climat engendre une nouvelle difficulté pour les survivants. Respirer. La planète entière a dû se réchauffer, car le dioxyde de carbone ne se concentre jamais en un seul endroit. Le CO2 qui émanait de Sibérie a envahi l'atmosphère et s'est rapidement répandu partout. Donc, à mesure que le pourcentage de CO2 augmentait en Sibérie, il augmentait dans le monde entier. Non seulement les températures globales montent de quelques degrés critiques, mais le niveau d'oxygène commence à chuter. Le lystrosaure et le gorgonopsien peinent soudain à respirer. Leur système respiratoire primitif n'est pas conçu pour supporter le manque d'oxygène. Le prédateur et sa proie partagent désormais le même combat. Le petit Trynaxodon, quant à lui, persévère. Celui que l'on donnait perdant semble favorisé par l'évolution. Dans ce désert aride, une oasis d'eau fraîche est un joyau inestimable.
Ce cours d'eau ne leur sert pas qu'à épancher leur soif. Il s'apprête à changer le destin de l'espèce et l'histoire de la vie sur Terre. Un autre troupeau est attiré par la source, des lystrosaures d'Afrique du Sud. Les deux groupes ont emprunté des chemins parallèles, s'adaptant aux conditions désertiques, au manque d'oxygène, à l'air pollué et à l'absence de nourriture. Leur croisement donnera naissance à une espèce d'autant plus forte. Une nouvelle génération, issue du meilleur des deux familles, survivra à la grande extinction. L'avenir de l'espèce repose sur leur capacité d'adaptation, mais c'est aussi le fruit du hasard. Le facteur chance joue un rôle important à deux niveaux. Ces animaux ont eu de la chance de survivre, et ceux qui ont reconstruit un écosystème se sont adaptés facilement aux nouvelles conditions de vie. Il faut bien distinguer ces deux aspects. Comment se sortir de la crise et que faire ensuite? Leurs cousins, les dictodons, n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas résisté à la métamorphose de leur univers. Il ne reste d'eux que leurs cadavres. L'ancien seigneur de ces terres connaît lui aussi une sombre agonie. Le dernier gorgonopsien meurt seul, malade et affamé. Cette lignée fière et redoutable est désormais éteinte pour toujours. « 500 000 ans après l'éruption, l'extinction touche à sa fin. Les trappes de Sibérie ont déversé plus de 6 millions de kilomètres carrés de lave sur la surface du globe. Soit suffisamment de basalte pour recouvrir les 3/4 des États-Unis. Moustache, c'était un animal à fourrure. Il devait donc avoir le sang chaud. Il possédait toute une série de caractéristiques mammaliennes qui laissent penser que c'était l'un des premiers mammifères. Il ressemblait beaucoup aux premiers mammifères connus. De nouvelles recherches permettront de faire la lumière sur notre lointain ancêtre et son évolution. Le trinaxodon est d'une exemplaire ténacité. Là où d'autres créatures auraient baissé les bras, cet animal se bat au quotidien pour nourrir et défendre sa progéniture, poussé par son instinct. L'avenir de tous les mammifères, y compris les hommes, dépend de sa détermination à rester en vie. Mais les épreuves sont loin d'être terminées. Car l'extinction massive des espèces menace désormais l'océan Permien. La destruction de ce gigantesque royaume sous-marin qui abrite 70% de la vie sur Terre conduira la planète au bord du précipice. « 10 000 ans se sont écoulés depuis l'éruption des trappes de Sibérie. Cet événement, qui a débuté dans une région isolée d'Asie du Nord, a désormais gagné toute la planète. La vie sur Terre est au bord de l'extinction totale et définitive. Dans toute la Pangée, la végétation a pratiquement disparu. Avec la mousson de printemps,
des inondations éclairs entraînent les plantes mortes vers la mer. Et avec elles, des millions de tonnes de couches arables. L'afflux de déchets transforme l'océan en une gigantesque décharge qui pourrit sous l'effet du réchauffement climatique. S'il fait chaud partout sur la planète, rien ne fait circuler l'air et l'océan. À la fin du Permien, la planète était si chaude que les courants marins se sont stoppés net. L'oxygène a commencé à se faire rare, car l'eau chaude retient moins l'oxygène. Car si les plantes meurent, la majeure partie des herbivores s'éteignent. Et avec eux, la majeure partie des carnivores, qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Les gorgonopsiens voient leur première source de nourriture fondre sous leurs yeux. Là où ils trouvaient à manger en quantité, ils se battent désormais pour une proie minuscule. Il faut beaucoup d'herbivores sur un vaste territoire pour satisfaire l'appétit d'un carnivore. Si on réduit l'alimentation des herbivores, ils sont de moins en moins nombreux et nourrissent de moins en moins de gorgonopsiens. Leur mâchoire reptilienne primitive ne leur posait aucun problème tant que la nourriture était abondante. Mais aujourd'hui, leur incapacité à déchiqueter une carcasse leur coûte très cher. Les gorgonopsiens sont en train de mourir de faim. 200 ans après le début de l'extinction, la Terre flirte dangereusement avec le néant. La catastrophe est sans précédent. Et les ravages inégalés. Cependant, le Proterosuchus parvient à tirer profit de cet univers hostile. La chaleur est une bénédiction pour cet animal à sang-froid. L'histoire a démontré qu'il valait parfois mieux être un animal à sang froid qu'à sang chaud. Un monde où il fait chaud le jour et jamais froid la nuit est le paradis des animaux à sang froid. Ils ont ainsi besoin de moins d'énergie. Notre lointain ancêtre, le Trinaxodon, est lui aussi destiné à survivre. Ce petit charognard se nourrit des restes dont aucun autre animal ne veut. Il trouvait des insectes à profusion, des carcasses, des petits reptiles, des amphibiens, toutes sortes de nourriture. Ce n'était pas du tout le cas des gros carnivores. Le Trinaxodon ne ressemble en rien à un mammifère d'aujourd'hui. Pourtant, les scientifiques pensent que ce petit animal est l'ancêtre direct de tous les mammifères, donc des hommes. L'animalier deviendra bientôt si hostile que 70 à 90% des animaux terrestres et aquatiques disparaîtront à jamais. À une centaine de kilomètres sous la croûte terrestre, une attaque se prépare. Du magma bouillant, accumulé depuis des milliers d'années, est sur le point de surgir à l'air libre. Les habitants de la Pangée ne sont pas préparés au cauchemar qui les attend. Dans les plaines de l'actuelle Amérique du Nord, des troupeaux de lystrosaures broutent paisiblement. Cette créature de la taille d'un cochon possède un bec corné et une paire de crocs aiguisés pour élaguer les végétaux. Ses longues griffes lui permettent de déterrer les racines et les tubercules. Inconscient de l'apocalypse qui le menace,
le lystrosaure se concentre sur des dangers plus immédiats. Son plus grand prédateur est le gorgonopsien, le roi de la jungle permienne. Si on ramenait le gorgonopsien à la vie, on devrait l'enfermer dans une cage. Mais il faudrait autre chose qu'une cage à requins, car c'était un animal énorme et puissant. Ils étaient sûrement les plus grands prédateurs de leur écosystème. J'ai vu des crânes qui mesuraient 80 cm, 2 fois plus qu'un crâne de lion actuel. Prédateur solitaire, le gorgonopsien pèse le poids d'un grizzly. Il possède une paire de canines d'une douzaine de centimètres de long, les premières dents de sabre de l'histoire. Les nombreux lystrosaures constituent la base de son régime alimentaire, comme le gnou pour le lion d'Afrique. Le gorgonopsien est un chasseur redoutable, mais un boucher médiocre. Le gorgonopsien avait des crocs énormes et tranchants, mais la musculature de ses mâchoires était très réduite. Le lion, le loup et les mammifères en général ont des mâchoires très musclées et flexibles qu'ils peuvent bouger. Pas un groupe d'animaux ou de plantes n'a été épargné. La majorité des espèces qui dominaient les écosystèmes marins depuis des centaines de millions d'années a disparu. Le fond océanique est jonché de cadavres. Seules les bactéries subsistent. En se vidant de son oxygène, l'océan n'était plus le refuge de microbes inoffensifs et neutres, mais il accueillait un tout autre genre de microbes. Cela produisait du sulfure d'hydrogène, un gaz extrêmement toxique. Si son pourcentage augmente dans l'atmosphère, il anéantit toute forme de vie. Et c'est très probablement ce qui s'est passé. Le sulfure d'hydrogène agit tel une arme chimique. Les vents diffusent le gaz empoisonné tout autour du globe et les animaux meurent par troupeaux entiers. Tous sauf un, car une créature résiste à ces nuages toxiques. Le Proterosuchus semble immunisé contre les effets du gaz. De nouvelles expériences conduites par Mark Roth à l'Institut de recherche contre le cancer de Seattle ont démontré qu'un reptile peut supporter un taux de sulfure d'hydrogène bien plus élevé qu'un mammifère. Le fait d'avoir le sang-froid protège des effets nocifs de ce gaz. L'heure est venue de détrôner le roi de la jungle permienne. Un gorgonopsien épuisé s'approche de l'étang. Il y a seulement quelques générations, il aurait eu un avantage de taille et de poids. Plus maintenant. L'environnement nocif l'a rendu vulnérable et son espèce décline à vue d'œil. La chance est désormais du côté de l'ambitieux Proterosuchus. Il flaire la victoire et son repas tout proche. Le Proterosuchus est en train de devenir un grand carnivore. 20 000 ans après l'éruption volcanique. La mort des terres entraîne la mort de l'océan. Et la mort de l'océan entraîne la mort des terres. Un cercle vicieux est en marche et la planète sombre peu à peu dans le néant. Y a-t-il un avenir pour les survivants tels que le et de créatures étranges semblant sorties tout droit de la science-fiction?
Leur aspect est aussi énigmatique que leur nom. Lystrosaure, Gorgonopsien, Trinaxodon et Dictodon. Ce sont des reptiles mammaliens. Les reptiles mammaliens sont un groupe de vertébrés perdus. Perdus car ils n'ont jamais connu l'aurore de gloire. Ce n'étaient pas des mammifères car leur structure osseuse était différente. On n'en est pas sûr, mais on pense qu'ils avaient le sang chaud. Et on pense aussi qu'ils étaient vivipares. Ils constituent une dynastie singulière et méconnue, presque totalement disparue du règne animal aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans les grandes plaines africaines du Kenya et que vous apercevez d'énormes troupeaux d'animaux. De loin, ils ressemblent à des mammifères, à des gnous. Mais à mesure que vous vous approchez, vous constatez que ce ne sont pas du tout des mammifères mais des reptiles. À la fin du Permien, ce monde oublié est en pleine effervescence. La Terre est paisible et prospère. Un jardin d'Éden reptilien. Le monde était beaucoup plus simple car les animaux n'étaient pas différents en fonction des continents. Au Permien, tout le monde vivait partout. On rencontrait les mêmes créatures du nord au sud. L'océan chaud et peu profond qui recouvre le reste de la planète est tout aussi grouillant de vie. Pourtant, ce paradis animalier deviendra bientôt si hostile que 70 à 90% des animaux terrestres et aquatiques disparaîtront à jamais. À une centaine de kilomètres sous la croûte terrestre, une attaque se prépare. Du magma bouillant, accumulé depuis des milliers d'années, est sur le point de surgir à l'air libre. Les habitants de la Pangée ne sont pas préparés au cauchemar qui les attend. Disparaîtront à jamais. À une centaine de kilomètres sous la croûte terrestre, une attaque se prépare. Du magma bouillant, accumulé depuis des milliers d'années, est sur le point de surgir à l'air libre. Les habitants de la Pangée ne sont pas préparés au cauchemar qui les attend. Dans les plaines de l'actuelle Amérique du Nord, des troupeaux de lystrosaures broutent paisiblement. Cette créature de la taille d'un cochon possède un bec corné et une paire de crocs aiguisés pour élaguer les végétaux. Ses longues griffes lui permettent de déterrer les racines et les tubercules. Inconscient de l'apocalypse qui le menace, le lystrosaure se concentre sur des dangers plus immédiats. Son plus grand prédateur est le Gorgonopsien, le roi de la jungle permienne. Si on ramenait le Gorgonopsien à la vie, on devrait l'enfermer dans une cage. Mais il faudrait autre chose qu'une cage à requins, car c'était un animal énorme et puissant. Ils étaient sûrement les plus grands prédateurs de leur écosystème. J'ai vu des crânes qui mesuraient 80 cm, 2 fois plus qu'un crâne de lion actuel. Prédateur solitaire, le Gorgonopsien pèse le poids d'un grizzly. Il possède une paire de canines d'une douzaine de centimètres de long, les premières dents de sabre de l'histoire. Les nombreux lystrosaures constituent la base de son régime alimentaire, comme le gnou pour le lion d'Afrique.
Le gorgonopsien est un chasseur redoutable, mais un boucher médiocre. Le gorgonopsien avait des crocs énormes et tranchants, mais la musculature de ses mâchoires était très réduite. Le lion, le loup et les mammifères en général ont des mâchoires très musclées et flexibles, qu'ils peuvent bouger d'avant en arrière et latéralement. Mais le gorgonopsien avait tout du reptile. Il pouvait seulement